Nous reprenons là où nous nous étions quittés. Après la conférence de Bamako, la formation du gouvernement fédéral et la demande formelle de transfert des compétences à la France, l'histoire continua avec le conseil exécutif de décembre à Saint-Louis, la reconnaissance par De Gaulle. Et de suite, en décembre 1959 à Saint-Louis, à la veille du conseil exécutif devant réunir les dirigeants de la communauté, il est dit que tous les préparatifs pour l'arrivée de De Gaulle étaient accomplis. Pendant les 2 jours de séance, tout se déroula tranquillement. Et en effet, le 12 décembre, à la sortie des participants du conseil, il est dit qu'une masse humaine compacte et délirante s'étendait sans interruption sur plus de 3 mètres. Et que les clameurs devinrent assourdissantes lorsque parut côte à côte le général De Gaulle et le président sénégalais Mamadou Dia. Lors de la séance, De Gaulle fit part officiellement de la demande d'indépendance du Sénégal et du Soudan regroupés dans la Fédération du Mali et de l'accord de la France pour le reconnaître et l'appuyer. Il confirma publiquement ses positions dans un grand discours le 12 décembre après-midi. Le lendemain, 13 décembre, De Gaulle fut reçu à l'Assemblée fédérale malienne de Dakar et l'accueil de la population fut autant chaleureux qu'à Saint-Louis. Ici, la France venait finalement de reconnaître le principe d'accession à l'indépendance de la Fédération. Il est significatif de noter que les acteurs, comme Houphouët-Boigny et Yaméogo du Burkina Faso, brillaient par leur absence. Ils s'en allèrent avant la dernière séance du 12 décembre, tout en souhaitant que le peuple sénégalais n'attribue aucune signification politique à leur absence. Houphouët-Boigny adressa ses vœux sincères à la Fédération du Mali pour l'aboutissement des négociations. Ainsi, De Gaulle et les dirigeants maliens avaient décidé que représentants maliens et français se rencontreraient le mois prochain de janvier 1960 pour débuter les négociations en vue de l'accession à l'indépendance de la Fédération du Mali. Et de ce fait, ils se retrouvèrent début des négociations pour l'indépendance du Mali à Paris. Et ce 18 janvier 1960, il est dit que l'atmosphère à l'hôtel de Matignon de Paris, siège de la primature française, et lieu de rencontre des délégations maliennes et françaises, l'ambiance était dite excellente, ce qui laissait présager une fin satisfaisante des travaux. L'objectif final était l'indépendance et une confédération avec la France. Et il est dit que toute autre solution n'aurait pas donné satisfaction. À la suite de cette réunion préliminaire, durant les mois qui suivront, de janvier à avril, représentants maliens et français se rencontreront à de multiples reprises dans le cadre de ces négociations. En parlant de ces dernières, il est important de mentionner un élément à savoir, le rôle catalyseur de l'indépendance malienne, dans le sens où il faut souligner que la demande d'indépendance de la Fédération du Mali avait joué un rôle catalyseur dans le mouvement vers l'indépendance des autres États de l'ex-AOF. Pour donner un exemple, le président Tsiranana demanda l'indépendance pour Madagascar en même temps que les dirigeants maliens. Et les négociations furent entamées le 11 février 1960, même pas un mois après le début des pourparlers avec la Fédération du Mali. Les pays du Conseil de l'Entente, quant à eux, demandèrent l'indépendance en avril 1960. Pour en revenir aux négociations maliennes avec la France, comme annoncé, elles se poursuivirent à de multiples reprises durant les mois qui suivirent, dit en raison de la complexité des problèmes à résoudre. Une commission d'experts fut constituée pour discuter des détails techniques, et chaque État se fit assister par un expert. Le Sénégal choisit l'économiste Destan de Berny, assistant de François Perrault au Collège de France, tandis que le Soudan avait choisi le communiste Ménard. Selon Dia, ce choix de 2 économistes d'idéologies différentes créa des problèmes qu'ils réussirent à résoudre au niveau des dirigeants politiques. Et finalement, le 4 avril 1960, les délégués de la Fédération du Mali signèrent les accords franco-maliens, par lesquels la Fédération obtenait de gérer de façon autonome ses propres intérêts, et notamment les compétences détenues par la communauté, en vertu de l'article 78 de la Constitution. De plus, l'échange des lettres du 4 avril prévoyait que la France aurait engagé une révision constitutionnelle de l'article 86 en vue de permettre dans les plus brefs délais la mise en vigueur simultanée des accords qui marqueront l'accession de la Fédération à l'indépendance. Il est important de noter que le transfert de compétences était en faveur des 2 États que composait la Fédération, qui ensuite auraient dû effectuer un transfert de prérogatives à la Fédération. Désormais, il ne manquait plus que les dernières formalités du processus d'accession à l'indépendance. Un processus qui aboutit le 20 juin 1960, avec la date choisie d'indépendance officielle à Dakar. Mais avant d'en parler, il nous faut aborder les problèmes que survinrent de fin avril à août 1960. Des problèmes qui conduiront au vol en éclats du projet fédéraliste. Et pour en parler, il nous faut revenir sur le sujet des divisions
entre Sénégalais et Soudanais que nous avions évoqués lors de la première vidéo. Des problèmes que l'on peut cerner en regardant ce documentaire français de 1960. Dans les extraits de ce dernier, on suit des reporters français à la veille de l'indépendance de la Fédération du Mali, dans leur visite au Soudan et au Sénégal, en plus d'en interroger les leaders. Au-delà de l'aspect ethnocentré, clairement intéressé de ce documentaire, dans certains des extraits de ce dernier, nous pouvons constater un fait. Les divergences politiques et idéologiques entre les États sénégalais et soudanais dans la gestion de leurs affaires. Là où au Soudan, on sent le poids du gouvernement sur la population et leur discipline, comme nous le montre l'extrait suivant, où l'on suit des villageois soudanais aidant dans le cadre d'un projet gouvernemental. Au Sénégal, on sent que la divergence de pensée et d'action est bien plus présente, comme on peut le voir dans l'interview qu'ils font d'un syndicaliste sénégalais au port de Dakar. À la suite de la grève de cette année, le gouvernement a essayé d'avoir un syndicat à lui. Oui, des États autonomes. Bon, est-ce que vous, en tant que syndicat UGTAN, s'il y a une nouvelle bagarre, vous accepteriez éventuellement de faire une grève malgré le mot d'ordre du gouvernement du Mali? Oui, parce que nous défendons tout simplement les travailleurs. Nous, on n'a pas de parti politique ni une appartenance politique. Nous avons ici uniquement l'intérêt des travailleurs. Ainsi que lorsqu'il a évoqué le sujet du dynamisme soudanais avec Mamadou Dia. Est-ce que vous ne pouvez pas craindre que le dynamisme du Soudan ne soit pas dangereux pour le Sénégal, qu'il y ait une sorte de colonisation du Sénégal par le Soudan? Ce dynamisme du Soudan, son organisation politique, je crois, sera un élément, un facteur positif qui certainement sera de nature justement à même permettre également aux Sénégalais de secouer également leur apathie, n'est-ce pas, dans une certaine mesure. Je crois, d'un autre côté, il est certain que le sens aussi de la démocratie des Sénégalais pourra également être constitué un frein à ce que vous appeliez tout à l'heure une tendance nettement marquée au parti unique. Ensuite, un autre problème était celui de la conception du projet fédéraliste par les deux partis, car il existait des différences sur l'organisation à donner à la fédération, et ce, depuis la naissance du projet fédéraliste. Et ces derniers revinrent à l'ordre du jour, après la signature des accords du 4 avril, en raison de l'urgente nécessité de construire des institutions capables de gérer un État autonome. Et selon Roland Collin, les dirigeants de la Fédération du Mali cherchaient une troisième voie de pouvoir qui puisse se substituer aux deux présidents. Le pouvoir traditionnel, qui était lié à l'histoire politique et sociale des deux pays, et le pouvoir colonial français, qui régnait dans les deux pays depuis longtemps. Cependant, ces dirigeants n'avaient aucune référence, aucun point de repère. Ils avaient la difficile tâche de créer eux-mêmes cette troisième voie. Or, les modèles de réforme proposés par les dirigeants des deux États étaient totalement divergents. Et cette opposition au sein de la fédération emmena à une véritable crise intérieure peu de temps avant la proclamation de l'indépendance. Lors des échanges d'avril entre Soudanais et Sénégalais. L'intransigeance soudanaise concernant la volonté de réunir tous les pouvoirs dans les mains du président de la fédération, qui aurait d'après beaucoup été Modibo Keïta, s'opposait à la volonté sénégalaise de maintenir la séparation des pouvoirs. Un autre point de discorde était le type de fédération. Car là où il est dit que les Soudanais étant en majorité pour un gouvernement fédéral fort, se suppléant aux pouvoirs locaux des États, les Sénégalais, et notamment Senghor et Dia, étaient plus pour la formule d'une fédération souple, où chaque État garderait plus d'autonomie que l'auraient souhaité les partisans de la première thèse. À cette divergence fondamentale vint s'ajouter de multiples événements qui renforcèrent la méfiance entre Sénégalais et Soudanais. La suite des événements officiels était pourtant simple. Après l'indépendance de juin 1960, devait se tenir des élections fin août. Mais à cause de ces événements, cela n'adviendra pas, et la fédération éclatera dans la nuit du 19 août 1960. Bien qu'il y en ait d'autres, nous évoquerons 4 de ces événements. L'affaire des dépôts d'armes à la frontière Guinée-Sénégal, la nomination de Senghor à la candidature présidentielle, Keïta à l'UPS et au Libéria, l'affaire de la nomination du chef d'état-major, les événements d'août et les 2 télégrammes. Débuterons par l'affaire des dépôts d'armes à la frontière Guinée-Sénégal. Car en avril, la situation au sein de la fédération fut troublée par un problème dans les relations avec la Guinée, qui accusait le Sénégal de mettre en place des dépôts d'armes à sa frontière.
Sékou Touré envoie un télégramme qui invitait une délégation malienne à se rendre sur place à Conakry pour discuter de la question. Car il était convaincu qu'un complot était organisé contre la Guinée en territoire sénégalais par des activistes français. Et d'après un procès verbal de l'époque, il est dit que le président Keïta estimait que, je cite, « S'ils sont vrais, les faits dénoncés sont graves. Ils impliquent qu'il y a un trafic d'armes sur le territoire de la Fédération du Mali en vue de mener des attaques subversives contre le gouvernement guinéen. » Selon Keïta, cela aurait pu nuire aux relations entre le Mali et la République guinéenne. Une mission devait être envoyée, mais ne le sera finalement pas. Une enquête sera malgré tout ouverte le 27 avril sur le dit sujet. Une enquête qui, à la mi-mai, amena à la découverte de 2 dépôts d'armes dans la zone frontalière avec la Guinée à Kédougou. Cette découverte suscita une vive émotion. Senghor, quant à lui, démentira énergiquement l'idée d'un complot. L'incident fut circonscrit et ne provoqua pas de conséquences graves dans les relations entre la Fédération du Mali et la Guinée. Néanmoins, il appuya l'existence d'ingérences françaises dans le territoire fédéral, problème plusieurs fois dénoncé par les dirigeants soudanais et qui constituait un des motifs de reproche que les Soudanais faisaient à Senghor, qu'ils jugeaient trop proche de la France. Ensuite, après les réunions du comité directeur du parti de la Fédération de fin mai, qui sont dites avoir permis d'aplanir les disputes intérieures de la Fédération, en plus de décider d'une date pour les élections du président, le 27 août 1960, tout de suite après la proclamation de l'indépendance, du 20 juin 1960 à Dakar, pendant une réunion secrète du bureau de l'UPS, parti politique de Senghor, la candidature de Senghor au poste de président de la Fédération et celle de Lamine Gueye au poste de président de l'Assemblée nationale furent approuvées. Dès que les dirigeants soudanais eurent connaissance de ce fait, ils perçurent cet acte comme une tentative de déborder la politique fédérale du parti. Les Sénégalais justifièrent cette action en expliquant au travers de Mamadou Dia que les nominations au poste politique du Mali d'un État revenaient entièrement à ce dernier, et dans ce cas-ci le Sénégal. Et qu'en temps et en heure, Soudanais en auraient été informés. Cependant, cela passa mal du côté soudanais, qui d'après les dires de beaucoup d'acteurs, aurait préféré la nomination de Lamine Gueye comme candidat du parti au poste de président de la Fédération. Un choix des Sénégalais qui était dit dû au flou qui régnait sur la majorité nécessaire à rassembler lors des prochaines élections. Il est dit que les Soudanais laissaient planer l'optique qu'ils voudraient un 2/3, ce qu'il est dit que Senghor n'aurait sûrement pas pu atteindre au vu des divisions internes au Sénégal. Cela fut suivi des interventions de Keïta à l'UPS et sa visite au Libéria. Il est dit qu'à son tour, Keïta commis des imprudences dans les relations avec ses partenaires sénégalais qui amenèrent à la rupture définitive. Une notable fut celle qu'il fit à la fin du congrès de l'UPS qui se tint à Dakar le 2 et 3 juillet 1960, où il fut invité à tenir un bref discours. Au lieu de se limiter à de simples mots de clôture, il est dit qu'il se permit de critiquer les dirigeants du parti à propos de la lente africanisation des cadres. Il leur reprochait que l'élimination de fonctionnaires français venait à peine de commencer, alors qu'au Soudan, elle avait déjà été terminée. Dia et Senghor se justifièrent, mais il est dit que Keïta resta dubitatif et le fit savoir sous, je cite, les ovations des plus jeunes délégués sénégalais. Dans le livre blanc, ce fait fut décrit en ces termes. Modibo Keïta, simple invité, se comportant en véritable participant, essayant de créer une faction au sein du parti, attaquant ouvertement les responsables de l'UPS, se faisant applaudir par des éléments spécialement amenés à cet effet. Ensuite, lors d'une visite au Libéria, le choix par Keïta d'une délégation entièrement soudanaise fut immédiatement mal vu par les Sénégalais, ce qui nous emmène au 3e événement de cette liste, l'affaire de la nomination du chef d'état-major. Un événement qui est dit par beaucoup comme le véritable point de bascule de la fédération à travers la rupture qu'il engendrera entre Mamadou Dia et Modibo Keïta. Et ce dernier arriva lors du Conseil des ministres du 23 juillet 1960. Selon le procès verbal de ce dernier, cette séance devait être consacrée aux affaires militaires. Tout d'abord, les participants discutèrent de la nécessité du maintien de l'encadrement français jusqu'à la formation d'officiers proprement maliens. Il est dit que Dia souhaitait le maintien des unités actuelles mises à la disposition du Mali, tandis que Keïta était favorable à une rapide relève des Français et à une malianisation de l'armée. Ensuite, à la sortie du colonel Fall de la salle de conférence, les ministres commencèrent à discuter de la nomination du chef d'état-major. Et ce fut à Tidjani Traoré d'aborder la question. Il débuta en disant que le colonel Soumaré était beaucoup plus populaire que le colonel Fall dans les milieux militaires africains et avait un grade plus élevé. Cependant, Dia fit remarquer qu'il avait déjà transféré toutes ses affaires au colonel Fall et qu'ainsi, en conséquence, la nomination du colonel Soumaré jetterait une grave perturbation dans l'armée avant même qu'elle ne naisse. De ce fait, Dia s'y opposa. Mais finalement, ce fut le colonel Soumaré qui fut désigné comme chef d'état-major et en réponse, Dia voulut se décharger du ministère de la Défense car ce choix était sous sa juridiction.
mais Keïta refusa en disant que cela ferait polémique. Finalement, Dia accepta la désignation de Soumaré, mais refusa de contresigner le décret de nomination, alors qu'il était en charge de la défense. Un décret de nomination que Keïta publiera malgré tout. Il est dit que cet événement constituera la première violation de la Constitution fédérale du Mali et le véritable point de rupture entre Dia et Keïta. Un événement qui, ajouté à la multitude d'autres, cristallisera les tensions et méfiances entre Soudanais et Sénégalais. Méfiance qui, en août, avec le dernier point de cette liste, les 2 télégrammes d'août de Modibo Keïta, mènera les acteurs à entreprendre des actions qui mettront fin à la Fédération du Mali et bouleverseront à jamais la trajectoire de ces 2 jeunes pays. Les événements d'août et les 2 télégrammes. Tout commença début août, où les tensions entre blocs sénégalais et soudanais étaient devenues plus que palpables, comme le démontrent les propos de Darboussier, qui est dit avoir expliqué que le 8 août, lors d'une rencontre à Paris, Mamadou Dia et Senghor, ainsi que lui, Gabriel Darboussier, selon ses mots, avaient décidé que si Senghor n'avait pas la certitude de devenir président et si les Soudanais ne se comportaient pas d'une manière correcte, ils auraient retiré le Sénégal de la Fédération. Du côté soudanais, selon un témoignage de Mpateba, Modibo Keïta lui aussi se préparait en conséquence, en l'envoyant officieusement le 8 août auprès de Houphouët-Boigny pour lui demander de mettre le port de Abidjan à disposition des Soudanais dans l'éventualité où le besoin s'en ferait sentir. Ensuite, il est dit que lors du grand Magal Mouride de Touba, Senghor et Dia discutèrent avec les marabouts les plus influents de la situation. Et à cette occasion, il est dit que Dia affirma la priorité du Sénégal sur le Mali. Il est dit que publiquement il se serait exprimé en ces termes. Notre pays a été colonisé par la France. Aujourd'hui, nous ne subissons plus cette tutelle. Nous sommes devenus libres et indépendants. Ce n'est pas pour qu'un autre pays, et surtout un territoire semblable au nôtre, vienne à son tour nous coloniser. La méfiance planait donc énormément. Et c'est dans ce cadre que survinrent les événements d'août. Et avant de progresser sur ces événements, je tiens à rappeler qu'à la suite de ces derniers, Soudanais comme Sénégalais exposeront des thèses opposées. De ce fait, il n'y a pas de vérité absolue. Ici, comme il est le cas dans toute bruit, Soudanais comme Sénégalais avaient leur raison d'agir comme ils l'ont fait. De ce fait, je ne présenterai ici que des faits, afin que tous, vous puissiez, comme je l'ai fait, faire votre avis individuel et impartial sur ces événements. Du 16 au 20, les événements d'août et les 2 télégrammes. Nous procéderons ici jour par jour. Le 16 août, selon la version du lieutenant-colonel Pierre, l'après-midi de ce dernier, le colonel Soumaré lui demanda des renseignements sur l'organisation de la gendarmerie, qui lui demandera entre autres d'être immédiatement avisé de toute réquisition qui ne serait pas passée par son intermédiaire et de lui adresser des modèles type des différentes catégories de réquisitions qu'il se propose de diffuser aux autorités intéressées. Et lui, qui avait eu connaissance de la nomination irrégulière du colonel Soumaré, dit qu'il estima de son devoir d'en rendre compte à Mamadou Dia le même jour. Et dans son rapport, le lieutenant-colonel Pierre explique qu'il souligna qu'il avait attiré l'attention de Dia sur le danger que pourrait présenter l'intervention du chef d'état-major. Il dit que Dia lui répondit qu'il n'avait pas l'obligation de faire compte rendu au colonel Soumaré, parce que lui, en tant que vice-président chargé de la défense, n'avait pas reconnu ce dernier comme chef d'état-major de la Fédération du Mali. Et le jour suivant, le 17 août, Dia fit promulguer un arrêté qui établissait que la réquisition des forces de la gendarmerie stationnées sur le territoire d'un État de la Fédération appartenait aux autorités administratives et judiciaires de cet État. Selon Guédel Ndiaye, cet arrêté fut fait ad hoc pour qu'il entre en vigueur immédiatement. Puis survint l'événement au centre de tout ce qui suivit. Le 18 août, les 2 télégrammes de Modibo Keïta. En ce jour, l'état-major envoya à travers le réseau de la gendarmerie 2 télégrammes aux troupes stationnées en des points éloignés de l'intérieur, à Bignona et Podor, dans le but de leur éventuelle participation à des missions de maintien de l'ordre pour les élections du 27 août 1960. Il est dit et documenté que l'état-major prit cette initiative sans prévenir le vice-président de la Fédération chargé de la défense, Mamadou Dia, qui fut prévenu par le lieutenant-colonel Pierre. Et après avoir eu connaissance des 2 télégrammes envoyés par Soumaré, selon Milsan et Sordet, Senghor s'était finalement convaincu du fait que les Soudanais voulaient empêcher l'élection de fin d'août de se dérouler librement. De ce fait, les Sénégalais commencèrent à prendre des initiatives. À ce moment-là, d'après les documents d'archives et les multiples sources écrites, les Sénégalais s'activèrent. Tandis que Senghor invitait les 7 responsables régionaux du parti à s'entretenir avec lui, Dia convoquait tous les gouverneurs de région. Le même jour, le comité directeur de l'UPS confirma la candidature de Senghor aux élections de la présidence. Keïta demanda alors à l'UPS de se déjuger, d'attendre, dans l'intérêt de l'unité africaine, qu'une candidature acceptable pour tous se dégage avant de se prononcer. Mais l'action sénégalaise avait désormais été enclenchée. Dia et Senghor étaient en train de s'organiser pour qu'à la veille de la conférence inter-État du 20 août 1960, il y eut près de 10 000 militants de l'UPS dans les rues de Dakar. Senghor demanda aussi au secrétaire général de la Régie des chemins de fer de stopper les trains dans la soirée du même jour pour empêcher tout renfort militaire de parvenir ce jour-là.
Le 19 août, à 10h30, le lieutenant-colonel Pierre reçut une réquisition de Mamadou Dia en tant que président du gouvernement fédéral, fixant à 8 pelotons de gendarmerie les forces pour maintenir l'ordre dans la ville de Dakar à partir du 19 août à midi. Le même jour à midi, il y eut une conférence sur convocation urgente au ministère de l'Intérieur des responsables des services de sécurité du Sénégal sur la présidence du ministre de l'Intérieur. Il est dit que les renseignements sur ces réunions et l'arrivée immédiate à Dakar de milliers de militants du PS firent comprendre aux Soudanais le danger de la situation. Keïta dit avoir été informé vers 19h. Je cite, que le gouvernement du Sénégal envisageait dans la nuit un coup d'État contre le gouvernement du Mali. Il convoqua ensuite un conseil des ministres extraordinaires où seul un ministre sénégalais fut présent. À la fin de cette réunion, Keïta convoqua le représentant français. Ensuite, il réquisitionna les forces armées, qu'il chargea d'occuper les points sensibles de la ville, ainsi que la gendarmerie, en révoquant le décret du 17 août émis par Mamadou Dia. Et à 21h30, le colonel Soumaré se rendit au quartier de la gendarmerie de la Médina afin de remettre une réquisition générale de la gendarmerie pour le lieutenant-colonel Pierre émise par Keïta, ainsi que les ordres de mettre en état d'alerte les pelotons de la gendarmerie. Et ce dernier, de son côté, refusa de suivre, estimant que selon la loi, la sécurité intérieure reste dans la compétence de l'État, et ici le Sénégal. Et de ce fait, selon lui, il était clair que pouvaient être légales seules les réquisitions adressées à la gendarmerie par le gouvernement du Sénégal. Une prise de position en faveur du Sénégal qui s'avéra fondamentale pour la suite des événements. Ici, version soudanaise et sénégalaise s'opposent. Là où, selon la version sénégalaise, depuis 2 heures, le colonel Soumaré cherchait fébrilement à joindre le lieutenant-colonel Pierre à son domicile, selon la version soudanaise, le colonel Soumaré fut invité par téléphone par son adjoint, le lieutenant-colonel François Pierre, chef de la gendarmerie, à se rendre à l'état-major de celle-ci pour une affaire grave. Fait est qu'en conclusion, cette arrivée du colonel Soumaré se solda par son arrestation. Et avec cette arrestation, la situation bascula clairement en faveur des Sénégalais. La gendarmerie occupa ensuite Radio Mali, qui devint Radio Sénégal, tandis qu'entre-temps, Dia était revenu à Dakar et réunit l'Assemblée nationale, qui décida de prendre des mesures pour isoler Modibo Keïta et ses hommes et proclama la République du Sénégal. Puis tous les ministres soudanais qui se trouvaient réunis chez Modibo Keïta furent mis en résidence surveillée. Modibo Keïta aussi. Puis à Radio Mali, Dia et Senghor se succédèrent toute la nuit au microphone. Et c'est ainsi que le rêve s'arrêta. Désormais du côté sénégalais, la Fédération du Mali faisait partie du passé. Le lendemain, Modibo Keïta et les responsables soudanais présents à Dakar furent ensuite escortés à la gare, où ils prirent un train préparé à la direction de Bamako. Selon un journaliste du Figaro, Keïta très à l'aise, son épouse et les autres dirigeants soudanais prirent enfin place sur ce train pour y parcourir les 1200 km qui les séparaient de Bamako. Et il est dit qu'à Bamako, son accueil fut grandiose et que 40 000 Soudanais l'attendaient. L'accueil chaleureux que vous venez de nous réserver est l'expression de votre détermination à maintenir coûte que coûte, envers et contre tout, l'intégrité territoriale de la Fédération du Mali. Cette expression nous reconforte, ou plutôt ajoute à notre détermination, alors que les circonstances ont fait assister à Dakar à la tentative de sécession du gouvernement du Sénégal. Ce soir, je n'ai pas un discours à prononcer, parce que je pense que dans les jours à venir, nous aurons suffisamment à vous dire et à dire au monde entier, à situer les responsabilités et à en tirer toutes les conséquences. De Bamako, Keïta refusera tout d'abord d'accepter la sécession sénégalaise, mais finira par se résigner et déclarer l'indépendance un mois plus tard, le 22 septembre. À la suite des événements d'août, tout de suite après, et au fur et à mesure, les acteurs présenteront leur vision des choses et des événements. De part et d'autre, les événements furent décrits différemment, parlant de coups de force d'une part ou de l'autre. Fait est que ces événements changèrent le cours de l'histoire de nos pays, en plus de celle de millions de Sénégalais et de Maliens, qui durent pour certains migrer entre Sénégal et Mali, en plus de bien d'autres. Ceci clôt cette série de vidéos sur l'indépendance du Mali, une série qui, malgré énormément de travail, m'a énormément plu à réaliser. J'espère que vous aussi, elle vous aura plu.
Comme dit dans le cadre de la première vidéo, je laisse en bio l'ensemble du matériel utilisé pour réaliser cette série. Je l'ai fait à but informatif, afin que tous en aient conscience de cette part importante de notre histoire commune, là où a commencé notre nation. Bien que souvent méconnus, nous sommes tous liés à cette histoire de près ou de loin. Car toute famille malienne, comme sénégalaise, a son histoire et expérience de la Fédération du Mali. Cette histoire, c'est la nôtre. Et quoi de mieux que de connaître là d'où l'on vient, pour savoir où l'on va. Je remercie profondément toutes les personnes qui m'ont assisté à la réalisation de cette vidéo. Et je vous invite à laisser un j'aime ou un commentaire, ou même à partager cette vidéo et cette série de vidéos afin qu'elle touche le plus de Maliens possible. En espérant à nouveau qu'elle vous ait plu.